Donc, nous avons maintenant, je vais vous présenter le speaker suivant qui est Jean-François Guillemol. Alors, que dire de Jean-François? D'abord souligner les nombreuses responsabilités qu'il a prises parce qu'il est directeur adjoint à l'IPEF, mais avant, il a été aussi directeur adjoint à l'IRDEP, qui est le laboratoire commun. Et puis, surtout, c'est ce que j'avais noté, le directeur de NextPV, qui est une aventure de laboratoire commun avec le Japon, l'université de Tokyo en particulier, et où il a pu se faire plaisir en développant nombre de concepts. Bon, déjà, il est intéressé par les matériaux, évidemment, les chalcogénures et les perovskites et tout ce qui est nouveaux matériaux, mais nombre de concepts sur l'interaction lumière-matière, et évidemment l'up-down conversion de photons, les cellules à porteur chaud, les cellules à bande intermédiaire. Parallèlement, c'est quelqu'un qui développe énormément de techniques de spectroscopie optique pour étudier les cellules solaires et les matériaux cellules solaires, bien évidemment, mais pas que pour, aussi pour tout autre composant optoélectronique. Et il est particulièrement intéressé aussi par tout ce qui est les propriétés de surface-interface, optoélectronique de surface-interface, et comme vous l'avez deviné, ça se passe souvent à l'interface. Voilà, donc je laisse la parole à Jean-François pour sa présentation d'aujourd'hui de la phosphorescence au rendement ultime des cellules solaires. Jean-François. Merci, vous m'entendez bien? Oui. Merci beaucoup Jean-Louis, merci aux organisateurs de m'avoir invité, de m'avoir proposé ce superbe sujet à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance d'Edmond Becquerel. Je vais faire ma conférence en français, donc je m'en excuse pour les anglophones. I will do it in French, but I hope the translation is very good. J'espère que la traduction sera à la hauteur. Merci. Quel est le lien entre la luminescence et le photovoltaïque? En fait, à l'époque d'Edmond Becquerel, à son époque, pour lui, c'était une action non triviale de la lumière sur les matériaux. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui ne produit pas de la chaleur. Par exemple, on en a parlé à l'instant, tout ce qui est l'effet photovoltaïque, la lumière ou les détecteurs, actinomètres, tout ce qui produit de l'électricité avec de la lumière. Ça peut être également les phosphores qui produisent de la lumière à partir de lumière, une autre lumière. Ça peut être également la photographie qui produit des modifications chimiques et structurales dans les matériaux, à partir de lumière toujours. Et aujourd'hui, qu'en reste-t-il et quelle est cette connexion? Cette connexion, en fait, elle est extrêmement importante, au point que c'est même un standard industriel, l'utilisation de la photoluminescence. Je vais vous expliquer ça en regardant par exemple le silicium, ce matériau photovoltaïque qui est 95% des installations solaires aujourd'hui. On peut, à partir d'un lingot cristallisé de silicium que l'on va découper en briques, puis en wafer, en petites galettes, et puis à partir desquelles on va faire des cellules. Et puis ensuite, on va assembler ces cellules pour faire des modules. À chaque étape, on va pouvoir regarder, et c'est ce qui est fait couramment, donc l'intensité de luminescence, l'imagerie de luminescence, l'intensité de luminescence sur des cross-sections de ces briques, sur ces wafers, sur ces cellules solaires, et on va pouvoir corréler l'intensité de luminescence avec les propriétés ou les performances des matériaux. On peut faire ça en ligne, dans des lignes industrielles, en mettant en place un contrôle qualité qui permet d'inspecter jusqu'à 9000 wafers par heure, donc plus d'un wafer par seconde. On peut faire encore mieux. On peut regarder la luminescence de modules solaires au moment où ils sont éclairés par le soleil, en plein champ. Vous voyez ici sur cette image, je pense que vous voyez mon pointeur, donc vous avez ici l'intensité de luminescence spectrale, la courbe en rouge, de silicium commercial comparée à l'intensité réfléchie par le soleil dans des conditions, on va dire, normales d'ensoleillement. Et vous voyez que cette intensité est de l'ordre de quelques pourcents. Avec des techniques de modulation élaborées, on va pouvoir cependant extraire ce signal de luminescence et obtenir pour des modules ici éclairés par le soleil des images qui sont similaires à celles que l'on peut obtenir en laboratoire, donc dans des conditions qui sont évidemment bien meilleures. Alors, si on peut faire ça, on peut aussi mettre ces caméras sur des drones
et faire une inspection de champs solaires et de regarder et faire une détection finalement de défaillance de panneaux solaires en plein champ. Donc vous voyez, c'est une technique qui est extrêmement précieuse, extrêmement utile. Alors, ce que je vais discuter pendant le reste de ma présentation, c'est la science qu'il y a derrière cet effet photovoltaïque et cette luminescence et le lien entre les deux. Regarder jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut comprendre du photovoltaïque en étudiant la luminescence, et puis de voir comment on peut s'approcher des rendements ultimes, des rendements limites du photovoltaïque en utilisant la luminescence. Alors, luminescence, nous allons avoir un excellent exposé de Guillaume Gallo qui nous a présenté cette émission de lumière froide qui suit une excitation qui peut être lumière, électricité, radiation. Et on va parler alors de photoluminescence, électroluminescence, essentiellement les termes que je vais utiliser, mais il y a d'autres termes de luminescence également qui sont possibles. On a la fluorescence qui est rapide, la phosphorescence qui est lente. En général, ces émissions de phosphorescence, de fluorescence sont de plus faible énergie, mais pas toujours. Et ça, c'est effectivement ce qui a été la contribution d'Edmond Becquerel à l'étude, parce que ça a été mesuré par le phosphoroscope. Si on regarde maintenant les ressemblances entre un luminophore et une cellule solaire. Un luminophore, il absorbe de la lumière. Cette lumière promeut un électron de niveau bas en énergie vers des niveaux plus élevés, l'image du flipper de Daniel Linko. Cette excitation va ensuite se promener, vivre sa vie dans le matériau, et puis éventuellement, au bout d'un certain temps, soit l'électron va retrouver un trou, un niveau vide d'électrons dans lequel il va pouvoir revenir en émettant un photon, ou bien il va pouvoir faire ce même processus-là en émettant de la chaleur. Produisant de la chaleur. Dans une cellule solaire, c'est la même chose. La cellule solaire, c'est un matériau qui va également absorber de la lumière, produire des excitations qui vont se promener, émettre éventuellement de la lumière, comme on a vu pour les cellules solaires silicium juste à l'instant, ou de la chaleur. Mais on va pouvoir faire une chose de plus, c'est qu'on va pouvoir récupérer du courant. Ces électrons, on peut les récupérer avant qu'ils ne se recombinent. On récupère les électrodes, ils vont pouvoir alors effectuer un travail dans un circuit extérieur avant de revenir, évidemment, dans la cellule solaire pour conserver la neutralité de charge. Donc on voit qu'on a deux systèmes finalement qui sont des systèmes de conversion d'énergie très similaires. Et comme ils sont très similaires, ils sont écrits par les mêmes phénomènes physiques. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que quand on regarde des phénomènes physiques qui sont des phénomènes physiques similaires, eh bien, on peut trouver des relations exactes qui les relient. Par exemple, Kirchhoff, en 1859, s'est rendu compte que ce qui absorbe émet, et que pour chaque longueur d'onde, la raison avec laquelle un corps est capable d'absorber de la lumière est la même que celle avec laquelle il est capable d'émettre. Sa probabilité d'émission, sa probabilité d'absorption sont les mêmes. Il y a également beaucoup d'autres relations de réciprocité qui ont été mises à jour donc, depuis le 19e siècle, en particulier dans la théorie électromagnétique, le fait qu'une charge en mouvement produit un champ, et qu'un champ peut mettre des charges en mouvement. Il y a également des relations entre la température d'un corps, son état d'excitation, et la lumière qu'il peut émettre, c'est la loi de Max Planck, loi de corps noir. Et puis, il y a beaucoup d'autres relations de réciprocité entre les flux de particules ou d'énergie et les forces qui les mettent en mouvement, qui ont été établies par Lars Onsager. Il y a dans le domaine du solaire, du photovoltaïque, un grand nombre de listes de réciprocité, donc certaines dates donc de Van Rosbreck, Shockley, et puis qui ont été étudiées depuis jusqu'à présent, certaines très récentes. Et je vais vous parler plutôt de celle qui a été mise en évidence par Uvera en 2007, et qui concerne le fait que lorsque l'on combine l'absorption et l'émission de photons, donc qui sont reliés, comme je viens de le dire, mais également l'injection et la collecte de porteurs dans un matériau, on a une réciprocité entre l'effet photovoltaïque et l'électroluminescence. Par exemple, une cellule solaire est une diode. Lorsqu'on l'éclaire avec des photons, on peut récupérer des porteurs de charge, un courant électrique. À l'inverse, une LED, une diode électroluminescente, est une diode. Lorsqu'on injecte des porteurs, on récupère des photons. Et ces deux phénomènes-là sont reliés, se ressemblent énormément. Et d'ailleurs, une cellule solaire ressemble énormément à une diode électroluminescente. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne cellule solaire? Une bonne cellule solaire, d'abord, elle doit absorber de la lumière. Cette lumière, on l'a vu, va créer un électron qui va être mobile. S'il est suffisamment mobile et si sa durée de vie est suffisamment longue, avant qu'il se recombine, eh bien, il va pouvoir rejoindre un contact électrique et donner lieu à de la puissance. En échelle énergie,
distance. Donc là, ici, vous avez les niveaux d'énergie occupés, les niveaux d'énergie vide, et puis le photon va pouvoir promouvoir les photons qui sont absorbés, ceux qui ne sont pas transparents, qui vont pas passer à travers la cellule solaire, donc vont promouvoir des électrons. L'excédent d'énergie de ces électrons, ici, il y a une dissipation qui est extrêmement rapide, qui va finalement amener les électrons au voisinage de la bande de conduction, le niveau le plus bas occupable. Et puis, il y a également, s'il y a une pente suffisante pour que ces électrons perdent un petit peu d'énergie potentielle pour rejoindre les électrones, pour qu'ils la rejoignent plus efficacement, eh bien, on va avoir un troisième phénomène de dissipation ici. Donc, ce sont les trois phénomènes de perte dans les cellules solaires, enfin 4 avec la non-absorption, et donc qui ont des échelles de temps en fait, qui sont relativement différentes. Les photons, le phénomène d'absorption extrêmement rapide, thermalisation très rapide également, picoseconde, et puis les autres phénomènes sont un petit peu plus lents, et la collecte et la recombinaison sont des temps qui sont par nature liés. Et donc on va récupérer cette énergie. Alors ce modèle de cellules solaires, il a donné lieu à, ces phénomènes ont été modélisés par Shockley-Queisser dans les années 60, avec un modèle assez idéal dans lequel ils ont simplifié énormément, considérant que les photons d'énergie trop faible n'étaient pas absorbés, mais lorsqu'un photon était absorbé, il donnait lieu soit à un électron, à une paire électron-trou, donc un électron mobile qui pouvait être collecté, ou alors, s'il n'était pas collecté, il donnait lieu à un autre photon, et on avait un photon pour un électron et un seul. Donc, en simplifiant un petit peu un certain nombre d'hypothèses, on arrive à une description des cellules solaires qui dépend seulement de ses propriétés optiques. On a vu que soit un photon est absorbé, soit il ne l'est pas. Et s'il l'est, on peut avoir une émission qui, elle aussi, régie par les propriétés optiques, soit une collecte. Alors, ce modèle très très simple permet de donner un rendement limite, ici que vous voyez, en fonction du seuil d'absorption du matériau, son gap. Donc, vous voyez ici cette courbe en bleu, c'est la puissance convertible, elle est à peu près de l'ordre de 30%. Elle ressemble un petit peu d'ailleurs au spectre solaire ici que vous avez ici, en termes d'énergie. La plupart de l'énergie est soit thermalisée, si le seuil d'absorption est trop faible, c'est-à-dire que l'énergie moyenne des photons est très élevée et se dissipe en chaleur, soit si le seuil d'absorption est très élevé, en fait, l'essentiel des photons n'est pas absorbé. On voit que dans les meilleures cellules solaires, ici silicium et arsenure de gallium, on est très très proche de cette limite de Shockley-Queisser. Donc elle est vraiment pertinente pour les cellules solaires d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que, puisque ce sont des propriétés optiques, on comprend bien, qui déterminent le rendement de ces cellules solaires, pour une grande part, on va pouvoir, par luminescence, finalement, comprendre comment fonctionnent ces cellules solaires. Alors, vous avez ici, dans le coin, en bas à gauche, un spectre typique, énergie, intensité flux de photons, chaque énergie, et donc un spectre typique de photoluminescence d'un semi-conducteur utilisé pour des cellules solaires. Et il a plusieurs caractéristiques. Ce que l'on voit, c'est qu'il a d'abord un maximum, ici, et l'intensité au point maximum est en fait reliée à l'énergie libre par particule qui est disponible pour la conversion photovoltaïque. La queue à haute énergie ici est en fait associée à la distribution d'énergie des porteurs, c'est-à-dire à leur température. Le pic lui-même, la position du pic, dépend du gap, du seuil d'absorption du matériau. Et ici, la queue à plus basse énergie est associée en général au défaut, au désordre dans le matériau. Et donc, on peut ici avoir accès finalement aux propriétés d'absorption du matériau combinées. Donc, vous avez ici l'intensité de la photoluminescence d'un matériau, d'un élément de volume d'un matériau, qui peut s'exprimer de la manière suivante. Et c'est une réécriture de la loi de Planck, de la loi de Cornoire que l'on peut reconnaître ici, avec le terme d'absorption ou d'émission associé à Kirchhoff. Et puis ici, deux termes. Donc, la petite modification, c'est que l'énergie d'activation d'émission de photons, finalement, est réduite par l'excitation du matériau, donc l'énergie libre des paires électrons-trous, qui est en fait la tension, ce qu'a décrit Daniel Linko comme étant le travail effectué par les paires électrons-trous qui sont connectés, et la température. Donc on voit que, en fait, l'intensité de luminescence donne directement accès aux variables thermodynamiques pour le processus de conversion d'énergie. Alors, ce n'est pas juste une théorie, on peut le vérifier. Vous avez ici une cellule d'arsenure de gallium, dont on voit ici le contact avant, la grille de collecte en face avant. Cette cellule est en fait éclairée uniformément par une lumière, ici un laser,
Ce que l'on mesure, c'est un spectre. On a une caméra qui nous permet de mesurer le spectre en chaque point. Ici, en chaque point, on peut avoir un spectre. Ici, de la cellule solaire, donc vous voyez qu'il ressemble à ce que j'ai décrit, ici en échelle logarithmique. Et si on utilise ce spectre et qu'on inverse cette formule-là, on peut avoir évidemment l'absorption, mais là, ici, on la connaît pour la soudure de gallium, mais on peut avoir donc accès à la température et à cette énergie libre qui, si on la divise par la charge élémentaire, est homologue à une tension. Et on voit que cette tension que l'on extrait de la cellule solaire est bien égale, ou très proche en tout cas, de ce que l'on peut mesurer électriquement dans les mêmes conditions, comme tension de ce circuit ouvert des cellules solaires. Donc on a bien une relation qui fonctionne. Alors si on peut extraire l'énergie libre, hein, la possibilité de conversion pour un flux solaire donné, on peut faire varier les flux et on peut ainsi reconstruire les caractéristiques IV des cellules solaires sans contact. On peut montrer qu'il y a une équivalence entre ce qu'on peut faire avec contact et sans contact. Et donc on peut avoir accès au rendement local pour chaque point, donc pour les bonnes cellules solaires, avec une erreur très faible, une erreur relative très faible. Alors, ça, c'est la luminescence spectrale, mais la luminescence est souvent utilisée pour regarder les déclins temporels. On peut envoyer un pulse de lumière sur une cellule solaire, créer une collection de paires électron-trous, d'électrons mobiles qui vont se recombiner à des temps différents. Et donc, on a une décroissance au cours du temps, donc pour des durées de vie courtes ou pour des durées de vie longues, qui vont nous produire des spectres en fonction du temps, des spectres d'intensité en fonction du temps, donc qui sont liés à la cinétique de migration des porteurs, à leur cinétique de recombinaison, leur durée de vie, etc. On peut également, avec des caméras, regarder comment ces porteurs migrent au cours du temps, également, et émettent de la lumière. Donc, avec une excitation ponctuelle, regarder comment, finalement, l'émission de lumière est diffuse dans l'espace. Et donc, ça nous donne accès aussi, une autre manière d'accéder à la migration, au processus de migration des électrons dans la cellule solaire, qui sont, je vous le rappelle, nécessaires pour assurer la collecte des paires électrons-trous et des électrons en particulier aux électrons. Alors, on a mis au point un deuxième instrument qui est une caméra rapide, extrêmement rapide, nanoseconde, qui, à partir d'un flash de laser sur une cellule solaire, va observer le déclin temporel en chaque point de luminescence. Et donc, en observant ce déclin temporel, vous avez ici, sur la position d'intensité de luminescence, vous voyez au cours du temps différentes images. Donc, on peut avoir des images, un déclin temporel pour un point donné ou différents déclins, d'intensité à différents temps, extraire des paramètres avec une seule expérience, donc extraire tous les paramètres cinétiques importants de surface de recombinaison, de longueur de diffusion, de durée de vie des porteurs. Si on combine ça avec un examen spectral également de la luminescence, avec une luminescence, avec par exemple une luminescence ponctuelle, on a pu montrer également qu'on pouvait avoir accès non seulement au transport des électrons, mais également au transport des photons, en particulier ce qu'on appelle le photon recycling, c'est-à-dire le recyclage de photons, le fait que des photons peuvent être utilisés plusieurs fois dans une même cellule solaire. Alors, on peut faire encore beaucoup de choses. Je vais passer assez vite, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à vous raconter, mais on peut aussi avoir accès à la probabilité de collecte des électrons dans des cellules solaires. Donc, là encore, avec des travaux, par exemple, de Martin Green, qui ont montré comment utiliser les propriétés de luminescence pour le faire. Alors, le dernier point que je voudrais aborder, c'est est-ce qu'on peut aller au-delà? Ce que je vous ai dit, c'est que le modèle de Shockley-Queisser propose une limite de conversion, limite de la conversion à 33% environ avec le spectre solaire. Et ça parce que, essentiellement, on a deux mécanismes, un mécanisme de thermalisation pour des photons qui sont très énergétiques et un mécanisme de non-absorption pour des photons qui ne sont pas assez, donc qui mangent en quelque sorte une grande partie de l'énergie disponible. Par ailleurs, on sait que les meilleurs dispositifs aujourd'hui qui ont pu être fabriqués en laboratoire, mesurés en laboratoire, ont des rendements de 47%, donc bien plus que cette valeur-là. Et ça, on les fait avec ce qu'on appelle les multijonctions sous concentration solaire, que je vais vous expliquer dans un instant. Mais le modèle théorique donne encore des rendements bien supérieurs, proches de 90%. Pour y arriver, il y a besoin d'avoir des rendements radiatifs très élevés. Et là encore, on a pu montrer, vous avez ici pour toute une série de matériaux solaires, donc le rendement radiatif, donc la quantité de photons émises par photon, donc leur capacité à être de très beaux phosphores, en quelque sorte, donc le rendement radiatif des matériaux en fonction
pour ces différents matériaux en fonction du rendement obtenu sur les cellules solaires. Vous avez une très très bonne corrélation et les meilleures cellules solaires sont bien évidemment celles qui ont les meilleurs rendements radiatifs. Donc, ceci étant acquis, donc pour un grand nombre de matériaux solaires, il est envisageable de produire des cellules solaires à très très haut rendement. Et en fait, je vais vous présenter deux matériaux, enfin deux approches, l'une dite multijonction et l'autre dite cellules à porteur chaud, qui permettent d'atteindre, de se rapprocher de cette limite théorique. Mais il y a d'autres manières, elles aussi, qui seraient examinables avec des techniques de luminescence, telles que ce qu'on appelle la génération de multi-excitons, les générations de photons up et down, dans lesquelles on va utiliser des photons qui sont pas assez énergétiques ici, qui ne seraient pas absorbés, pour les convertir en photons, en plusieurs photons qui sont absorbables, hein, ce qu'on appelle l'up conversion, ou la down conversion, où des photons très énergétiques vont pouvoir produire plusieurs paires électrons. Si je commence par les multijonctions, c'est un système très simple. On va avoir un rayonnement multicolore, ce rayonnement large bande du spectre solaire, qui va être divisé par un prisme, des miroirs dichroïques, en bandes de spectrales distinctes, par exemple le bleu, qui lui va être absorbé par une cellule qui a un seuil d'absorption élevé, donc dans lequel il va y avoir assez peu de thermalisation, et par contre on va pouvoir avoir une tension assez élevée. Et les photons rouges vont être, eux, absorbés par une cellule à plus petite bande interdite, etc. Et donc, chaque bande spectrale peut être absorbée par une cellule qui est exactement adaptée, qui est optimisée pour cette couleur. On peut faire plus simple en empilant ces cellules solaires. Cette fois, la cellule bleue va absorber le spectre bleu, laisser passer les autres bandes spectrales qui vont être absorbées par les autres cellules en dessous. On peut même coller ces cellules solaires les unes sur les autres et connecter en série pour faire des objets qui sont beaucoup moins coûteux et plus faciles à fabriquer et avoir ce qu'on appelle une intégration monolithique du système. Donc vous avez ici une représentation de ces cellules qui sont empilées les unes sur les autres, interconnectées, et chacune va absorber, donc celle qui est au-dessus va absorber le bleu, celle qui est au milieu le vert, et puis celle qui est en dessous va absorber le rouge et l'infrarouge. Sur ces cellules qui sont intégrées monolithiquement, on peut mesurer des rendements qui sont élevés, mais on n'a pas accès au rendement de chacune des cellules. Et comme ces cellules sont en série, elles sont traversées par le même courant, et si l'une d'elles fonctionne mal, elle va limiter le fonctionnement, le rendement de l'ensemble. Par luminescence, par contre, on peut tout à fait faire fonctionner ces cellules-là et observer la luminescence de chacune des cellules qui composent l'empilement, et à partir de cette luminescence de chacune des cellules individuelles, remonter. Donc là, ici, vous avez ici l'intensité de photons qui a été utilisée pour extraire la tension la tension de chacune des cellules pour un courant donné, et donc à partir desquels on peut effectivement remonter au courant total qui, lui, est tout à fait mesurable extérieurement. Mais l'avantage de la luminescence, c'est qu'on peut avoir aussi une information point par point. En chaque point de cette cellule solaire, on peut savoir comment le système fonctionne, et là, vous avez ici, par exemple, pour une cellule multijonction, entre deux grilles, ici, effectivement une efficacité de collecte qui peut être aussi déduite pour chacune des couches des propriétés de luminescence de la cellule solaire. Pour passer à un domaine plus exotique, on peut aussi s'éloigner de l'hypothèse dans laquelle les porteurs qui sont photogénérés dans les cellules solaires sont thermalisés. Quand c'est le cas, effectivement, et pour une simple jonction, pour un seul matériau, le modèle de Shockley-Queisser donne une limite autour de 30%. Mais on sait, avec des fortes intensités d'excitation, de lumière, produire des populations de porteurs qui sont non thermalisés. Et dans ce cas-là, on pourrait espérer des rendements extrêmement élevés. Dans ce cas-là, on va produire, comme c'est le cas ici, comme c'est illustré ici, donc un spectre de luminescence sur un matériau ici qui ressemble à du GAS, mais qui est un petit peu plus compliqué, qui est nanostructuré, qui contient des puits quantiques. Donc un spectre de luminescence qui normalement est comme ceci. Si on augmente l'intensité, on voit que la queue à haute énergie se change de pente et qu'en fait on augmente la distribution de porteurs à haute énergie. Et donc on crée effectivement des porteurs chauds. On est capable de mesurer la température de ces porteurs grâce à la luminescence en fonction de l'excitation. On peut créer des dispositifs dans lesquels on peut mesurer également le courant. Et on peut donc faire la démonstration expérimentale de cellules à porteurs chauds dans lesquelles on peut mesurer le rendement ou la contribution de ces systèmes-là. Ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, puisqu'on a des porteurs chauds, et ces porteurs chauds vont aller dans un contact froid,
le surcroît d'énergie qui est récupéré est en fait analogue à un effet thermoélectrique. En effet, ces porteurs, en se refroidissant, vont pouvoir améliorer, augmenter la tension délivrée par la cellule solaire qui est à l'origine de l'augmentation potentielle de rendement de ces systèmes-là. Et donc, qui dit effet Seebeck, activé par la lumière, que l'on peut mesurer, que l'on mesure par luminescence, dit également possibilité, puisque l'on a des possibilités de faire des cartographies, de mesurer des gradients de température dans des échantillons en faisant une excitation ponctuelle, de mesurer des gradients de tension, de VOC dans ces systèmes-là, et de mesurer un effet Seebeck en bipolaire, ici, dont vous avez une illustration. Donc, également, ça a permis de déboucher sur la mesure d'effet thermoélectrique par des mesures optiques, sans contact. Donc, vous avez ici, en résumé, une grande quantité de mesures qui peuvent être faites par des mesures de luminescence. Je n'ai pas pu toutes les illustrer. Il y en a encore bien d'autres. En fait, par exemple, on peut penser à des mesures de corrélation, à des mesures de polarisation, etc. Et tout encore un tas de domaines extrêmement actifs dans cette partie. Et donc, pour résumer, j'ai essayé de vous montrer que la luminescence donne quelque part l'empreinte digitale des processus de conversion photovoltaïque à l'intérieur de la cellule solaire. Ça, c'est lié au processus, finalement, enfin, toutes les relations de réciprocité, tout ce qu'on connaît de la physique aujourd'hui, donc permet de savoir l'excitation, comment un absorbeur photovoltaïque, finalement, est capable de convertir l'énergie qu'il reçoit en énergie photovoltaïque, en énergie électrique, avec une résolution spatiale, en étant sans contact, non destructif, résolu spatialement et temporellement. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce que l'on sait faire, on le met dans les lignes de production avec encore une amélioration, puisqu'il y a beaucoup d'informations auxquelles on n'accède pas, beaucoup plus détaillées, auxquelles on n'accède pas nécessairement dans ces conditions-là. Et puis demain, c'est bien sûr les cellules solaires à très haut rendement, peut-être ces cellules ultimes, avec des rendements extrêmement élevés, peut-être même mettant en place des mécanismes qui ne sont pas encore connus, qui ne sont pas encore bien contrôlés, que l'on pourra examiner grâce à ces relations de réciprocité, donc par des techniques de luminescence. Voilà. Et donc, à partir de là, je voudrais remercier également tout le laboratoire, l'UMR photovoltaïque et les collaborateurs également, avec qui j'ai eu beaucoup de discussions très, très intéressantes. Et je suis prêt à prendre des questions s'il y en a. Je vous remercie. Merci Jean-François. Oui, pour ce speech extrêmement didactique et extrêmement complet, que j'ai personnellement beaucoup apprécié. Donc, il y a des questions, il y a une question dans l'audience. On dit souvent un bon semi-conducteur pour une cellule solaire, c'est un semi-conducteur qui émet de la lumière. Donc, luminescence et absorption sont indissociables. Donc, je pense que tu as vraiment bien montré la problématique finalement de la cellule solaire, c'est que par rapport à une diode laser où la distribution d'énergie des électrons est faible dans une diode laser, hein, elles sont au niveau des bandes de conduction et de valence, et la distribution spectrale est elle aussi très faible. Donc finalement, on en revient au problème qu'a posé Edmond Becquerel, hein, avec la notion de spectre, c'est que dans une cellule solaire, la distribution spectrale est très large, celle de la lumière solaire, et malheureusement, on récupère les électrons avec une distribution énergétique faible, d'où tes travaux sur les cellules à porteurs chauds. Alors, ça mériterait presque des heures à essayer de voir comment trouver de nouveaux concepts pour effectivement récupérer ces porteurs chauds et regarder comment on pourrait recycler les photons et les mécanismes à plusieurs photons. Donc, la question que l'on a dans la salle, c'est celle de Mohamed Cherif. Alors, la première incompréhension, je pense qu'elle a compris entre-temps, est-ce que le rendement, dans la description du rendement limité par choc éclaircisseur, est-ce qu'elle est due aux matériaux? Mais, c'est la première incompréhension. Et sa deuxième question est plus particulière, tu ne l'as pas traitée. La photoluminescence, c'est celle pas de la cellule elle-même, mais celle du matériau. Voilà. Est-ce qu'elle est liée à la cellule ou au matériau? Et il fait référence aussi à un point que tu n'as pas traité, c'est celle des nanoparticules d'argent et tout ce qui concerne l'exaltation, voilà, de l'absorption. Alors, ce sont d'excellentes questions. Alors, effectivement, la luminescence,
c'est celle des matériaux, mais ce que j'essaie de vous montrer, c'est le matériau qui absorbe, c'est lui finalement, c'est par lui que l'énergie rentre dans la cellule solaire, et c'est lui qui est actif. Le reste, on va dire, sont des composants passifs dans la cellule, c'est-à-dire des couches anti-reflets qui permettent effectivement à la lumière de bien pénétrer dans la cellule. Ça va être des grilles de contact ou des matériaux qui vont permettre d'extraire les couches, mais ces matériaux ne convertissent pas l'énergie, ils la transportent. Et donc, en fait, c'est le cœur de la machine, le moteur de la cellule solaire, c'est bien l'absorbeur. C'est là que se font les processus de conversion. Et c'est ces processus de conversion que l'on peut regarder avec finalement des processus de luminescence qui en donnent l'image exacte, hein, une image très très précise. Donc ça, c'est la relation entre le matériau. Effectivement, finalement, les absorptions parasites, il y en a hein, dans les cellules réelles. Évidemment, il y a d'autres phénomènes d'absorption. Ces phénomènes-là, on ne va pas les voir directement par luminescence. Ils vont affecter évidemment le rendement de la cellule, donc on va le voir de manière indirecte. Mais ces phénomènes-là, évidemment, ne produisent pas d'énergie supplémentaire. L'autre aspect, alors j'ai peut-être oublié une des… les nanoparticules d'argent. Alors j'avais bien ça en tête, je ne sais pas si j'ai bien répondu au reste. Les nanoparticules d'argent, c'est très intéressant parce que c'est effectivement en lien. C'était un petit peu difficile d'en parler dans l'exposé, mais c'est effectivement en lien avec des travaux de photographie et c'est complètement en lien avec ce qui a été exposé par en particulier Francesco et Lucia à l'instant sur les plasmons et évidemment par la thèse qui a été faite au Muséum d'histoire naturelle. Donc ces plasmons-là qui ont été mis en évidence, on voit c'est interagissent avec la lumière et en fait arrivent à concentrer l'énergie solaire et sont aujourd'hui un sujet de recherche extrêmement vivant et actif dans le domaine des cellules solaires, en particulier au C2N, juste à côté de l'IPVF, où ces phénomènes vont être mis en œuvre pour faciliter la collecte des photons, donc améliorer l'absorption des photons dans la cellule solaire, utiliser des cellules solaires qui sont beaucoup plus fines, donc dans lesquelles on peut utiliser moins de matériaux, dans lesquelles on va pouvoir exalter des processus un petit peu exotiques, comme ceux dont je viens de parler. Par exemple, les cellules, les processus de porteurs chauds sont grandement facilités si on est capable d'utiliser les plasmons tels qu'ils ont été montrés dans les exposés précédents. Donc, ils sont capables, eux aussi, de transférer de l'énergie efficacement à la cellule solaire et de quelque part de mettre ce système-là dans un état excité plus important, plus poussé que ce que l'on peut faire. Et donc, dans ce sens-là, si on veut, on rejoint, dans une mesure beaucoup plus faible, un petit peu ce goût, cette passion pour la lumière extrême, ou ce qu'on peut faire, des limites de ce qu'on peut faire avec la lumière, qui ont été montrées dans l'exposé de Gérard Mourou. Ok, merci. Encore une petite question, mais bon, le temps est limité, on est un peu en retard. La question, c'est est-ce qu'il y a des manuels du bois, on peut faire un contrôle par électroluminescence sur une installation PV? Oui, alors ça, c'est tout à fait. Alors, c'est vraiment ce que je vous ai montré au début. Je ne sais pas si ça vaut la peine de repartager les slides, mais je crois que les transparents seront de toute façon partagés. Enfin, ils seront mis en ligne. Hein, tout à l'heure, mais dans les premières diapos que j'ai mis, que j'ai affichées, c'est exactement ça. Ce sont des processus non seulement de photoluminescence, mais l'électroluminescence elle-même est aussi un processus encore plus facile quelque part pour finalement mettre en évidence. Alors là, ça prend un petit peu de temps, donc je pense qu'on ne va pas y arriver. Mais c'est vraiment ce qui est utilisé industriellement aujourd'hui ici. Et ce que je vais montrer, c'est même dans les champs solaires, c'est en général, voilà, ici, c'est effectivement des techniques d'électroluminescence plus que de photoluminescence qui vont être utilisées. C'est beaucoup plus facile et on peut faire ça la nuit avec un meilleur contraste, une meilleure. Donc les deux sont très utilisés. Merci, je te remercie. Je pense qu'il est temps de conclure cette session avec Laurence Peter, s'il le veut bien, et passer à la suite du symposium. Oui, merci beaucoup Jean-Louis, Laurie et Jean-François.
En fait, comme vous avez pu le voir, on a beaucoup de décalage. On a pratiquement, combien on a de temps de décalage? On a une demi-heure de retard. Ce qu'on vous propose, c'est en fait on reviendra pour la discussion ce soir. On fera une discussion un peu générale. Et par contre, là, c'est de tous aller déjeuner pour ceux qui sont avec les cadrans horaires ici. Donc, on s'excuse pour ce décalage, mais c'était vraiment passionnant. On espère aussi que vous avez aimé. Donc, je passe la parole à nouveau à nos deux animateurs, à Alexandre, qui va vous faire un point maintenant sur les vidéos-sessions. Ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir le temps de regarder quelques vidéos d'ici 14h30. Merci. Voilà, donc vous avez accès là, donc, pendant la pause à toute une liste de vidéos indiquées. Donc vous aurez le lien dans les questions et réponses. Donc là, vous avez la liste. Donc elles seront disponibles là pendant la pause jusqu'à 14h30 et seront ensuite disponibles après la fin du symposium. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, donc on se retrouve à 14h30. À tout à l'heure.